God Save the King. Depuis le décès de sa mère Élisabeth II, Charles III, anciennement le prince Charles, est le nouveau roi d'Angleterre, le plus vieux à accéder au trône en plus de 1000 ans de royauté britannique. Depuis sa naissance, Charles passionne les médias et faut dire qu'il leur en a offert du croustillant. Sa vie, c'est un peu un mixte entre les Feux de l'amour et Game of Thrones. Entre ses frasques amoureuses et ses interventions politiques, sa réputation n'a pas toujours été au top. Les Britanniques ont même espéré à un moment donné que Charles laisse directement sa place à son fils aîné, le prince William. Je te raconte l'histoire du roi Charles III. Charles Philippe Arthur George naît le 14 novembre à précisément 21h14. Il est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Sa naissance est plutôt importante puisqu'on sait qu'il sera un jour roi d'Angleterre si tout se passe bien. 3 ans après sa naissance, sa mère Élisabeth devient la nouvelle reine d'Angleterre. Charles devient alors son héritier direct et à ce titre, il sera nommé prince de Galles quelques années plus tard. Charles passe son enfance auprès de ses nounous et de sa grand-mère maternelle. Ses parents sont assez peu présents à cause du boulot de reine de sa maman qui est très souvent en déplacement, parfois pendant des mois. Il est tout de suite décrit comme un petit garçon timide. Et son père, qui n'a jamais été très tendre avec lui, considère que son fils est trop sensible à cause, évidemment, de toutes ces femmes qui l'entourent. Pour l'endurcir un peu et faire de lui un vrai bonhomme, son cher papa l'envoie dans un internat en Écosse. Charles y entre à l'âge de 13 ans et y passera 5 années. Plus tard, le prince décrira cette période d'enfer absolu. Ça donne envie. Après cette période douloureuse, Charles intègre la prestigieuse université de Cambridge. Et malgré les pressions des conseillers royaux qui le poussent à étudier le droit constitutionnel, Charles décide pour une fois de faire ce qui lui plaît et choisit l'anthropologie et l'archéologie. Il devient ainsi le premier membre de la famille royale britannique à obtenir un diplôme. Bravo Charlie. C'est à ce moment-là qu'il rencontre pour la première fois Camilla Shand et c'est le coup de foudre. Mais malheureusement, Charles doit intégrer l'armée. Et en plus de ça, Camilla n'est pas issue de l'aristocratie britannique, donc c'est pas un assez bon parti pour le futur roi. Pendant que Charles sert dans la marine, il y passera 5 années de sa vie, Camilla épouse un officier de l'armée britannique et devient Camilla Parker Bowles. Et c'est la fin d'une belle histoire d'amour. Non, je rigole. Charles ne se démoralise pas et c'est un homme nouveau qui revient de l'armée. Barbu, beau gosse selon les critères de l'époque et plein de confiance en lui. Les médias le surnomment Action Man parce qu'il passe son temps à jouer au polo, faire du parachute et à piloter. Bref, un homme viril comme on les aime. Il profite de son nouveau statut de playboy pour pécho des meufs et ses histoires d'amour passionnent les médias. Mais on lui fait vite comprendre via notamment son père que ce serait pas mal en tant qu'héritier de la couronne qu'il se case avec une jeune fille de bonne famille pour faire des enfants. Et peu importe sa liaison avec Camilla, parce que oui, les deux amants se fréquentent toujours. En 1977, il rencontre pour la première fois Diana Spencer, la petite sœur d'une de ses anciennes conquêtes. La famille royale voit en elle un bon parti. Diana est issue de l'aristocratie britannique et elle est aussi vierge, ce qui est tout bénef. En même temps, quand ils se rencontrent, Diana n'a que 16 ans. 3 ans plus tard, Charles demande Diana en mariage sous la pression de la famille royale. Charles et Diana, âgés respectivement de 33 et 19 ans, annoncent officiellement leur fiançailles lors d'une interview qui restera dans les mémoires et qui donnera le ton de leur mariage, froid et à sens unique. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Red flag. Il se marie quand même le 29 juillet 1981 devant près de 35 000 invités et suivi en direct par plus de 700 millions de personnes à travers le monde. C'est le mariage du siècle. Diana est tout de suite adorée par le peuple. Elle est surnommée la princesse des cœurs et relègue son prince de Marie au second plan. De cette union naîtront 2 garçons, William, l'actuel prince héritier, et Harry. Pendant plusieurs années, le couple essaye de faire bonne figure en public. Parce que dans l'intimité, ça se passe plutôt mal et assez rapidement, le vernis craque. Diana confesse son mal-être dans une biographie qui ne fera pas du bien à la famille royale et lors d'une interview pour la télévision, Diana confirme les soupçons d'adultère de son mari avec Camilla. Diana et Charles finissent par divorcer en 1996, mais une année plus tard, c'est le drame. Diana meurt dans un accident de voiture à Paris. Les Britanniques en deuil mettent tout de suite la faute sur Charles, Camilla et la famille royale. Débute alors une période très compliquée pour le prince Charles. Sa cote de popularité s'effondre à 4%. Son peuple ne voit pas en lui le futur roi d'Angleterre. On craint notamment que Charles divise le pays une fois assis sur le trône. Remember, blue for yes, red for no. And the question is this: should Prince Charles be king? Il consacre donc les années qui suivent à redorer son image. Grâce à une communication contrôlée, il retrouve son statut de bon père de famille et de futur roi. Il réussit même à faire accepter sa relation avec Camilla, qu'il épouse en 2005 après 34 ans de relations tumultueuses. À côté de sa vie privée chaotique, Charles profite de son statut pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur, comme l'avenir de la jeunesse et l'environnement. On peut même dire que c'est un précurseur dans ce domaine. Dans les années 1980, il crée une ferme bio dans sa résidence secondaire, ce qui lui vaut pas mal de moqueries. La presse le surnomme le prince des patates.
planète. Il lance aussi un projet d'éco-village et prend régulièrement la parole face aux dirigeants du monde entier pour alerter sur l'urgence climatique. Humanity faces many threats, but none is greater than climate change. Mais le problème, c'est qu'il ne se prononce pas que sur l'environnement. Il se permet de donner son avis sur des questions politiques, ce que la famille royale n'est pas censée faire, encore moins le futur roi. Il a par exemple comparé Vladimir Poutine à Hitler et affiché son soutien au Dalai Lama. Et dans son propre pays aussi, il s'exprime. En 2004 et 2005, il envoie pas moins de 27 lettres au Premier ministre Tony Blair. Et dans ces lettres, il donne son avis sur différents sujets politiques, comme l'équipement des troupes britanniques en Irak. Mais maintenant qu'il est roi, Charles III va devoir tirer un trait sur cette liberté de ton. Pour certains spécialistes de la couronne, il en va carrément de l'avenir de la monarchie britannique. Parce que si cette institution tient toujours le coup aujourd'hui, c'est justement grâce à la neutralité politique qu'a su conserver Élisabeth II tout au long de son règne. Charles va donc devoir être à la hauteur de sa mère s'il ne veut pas voir la monarchie mourir avec lui. Et toi, est-ce que tu penses qu'il va relever le défi ou est-ce que Charles III sera le dernier roi d'Angleterre? Dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner.